doux, puis un petit peu de neige, là, ça se poursuit. Hein? Oui, c'est ce qu'on a encore pour Montréal, le sud de la province. Encore quelques flocons à venir pour ce qui reste de la journée. Ça demeure très confortable pour ce temps-ci. Pour aujourd'hui, demain, on est légèrement au-dessus des valeurs saisonnières. Profitez-en, car avec le retour du soleil samedi, eh bien là, le mercure dégringole. Une des journées les plus frisquettes qu'on aura jusqu'à maintenant. Ça remonte dimanche et ça redescend semaine prochaine. C'est en dents de scie. On s'en parle. À tantôt. La police tente toujours d'élucider la découverte du corps d'une femme de 54 ans dans une automobile hier dans un stationnement commercial à Longueuil. Catherine, on en sait un peu plus sur cette mort suspecte. Effectivement. Donc, il s'agit d'une femme de 54 ans. Et maintenant, la police traite cette mort comme une mort suspecte. Selon nos informations, elle avait la gorge tranchée. Donc, on parle d'une mort extrêmement violente. Et ce qui est d'autant plus surprenant, là, c'est que son corps a été retrouvé ici dans le stationnement derrière moi vers 13h20 en plein après-midi. Et on est dans un secteur très, très passant, là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on l'ignore encore pour l'instant. Je vous invite à écouter la police de Longueuil. Il y a des témoins qui vont être rencontrés encore aujourd'hui. Et puis, il y a des analyses qui vont être faites au niveau des images des caméras de surveillance qui ont été captées aux différents commerces avoisinants. Et puis, on demande aux gens qui auraient pu être ébranlés par cet événement de composer le 450-679-8689. Il s'agit du centre de crise L'Accès. Ça fait beaucoup réagir les gens du secteur. On est très surpris parce que c'est un secteur assez tranquille habituellement. Et comme je le soulignais plus tôt, on parle d'une mort très violente. Donc, évidemment, les gens sont choqués par la situation. Je ne sais pas dans quel monde qu'on est aujourd'hui, là, mais il y en a qui ne sont pas corrects. Parfois, je suis choquée. Juste la première réaction, je suis vraiment choquée parce que ça m'étonne que ça devient quand même un peu dangereux. La vie ici, on va dire. Je ne savais pas, je ne serais pas venue là. C'était peurant. On se demande dans quel monde on vit, là. Non, mais il faut être prudent. Donc, l'enquête se poursuit aujourd'hui ici à Longueuil. Et d'ailleurs, il y a eu un périmètre qui a été érigé jusqu'à 3 heures hier du matin. 3 heures ce matin plutôt, parce qu'on a vraiment essayé de récolter le plus d'éléments possible sur la scène. Et si vous avez des informations, eh bien, évidemment, on vous invite à contacter la police de Longueuil. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir. La fabrication de masques chirurgicaux à Louisville, en Mauricie, reprend à la vitesse grand V. L'objectif, Louis, là, c'est approvisionner les milieux scolaires au plus vite. Oui, parce que la cadence dans la fabrication de masques à Louisville avait sensiblement diminué au cours des derniers mois en raison de l'annulation de gros contrats par Québec. Mais là, oui, ça repart. Pied au plancher, des masques d'enfants qui sont de plus petite taille, mais qui offrent quand même la même protection, le même niveau de conformité. Là, on en fabrique 24 heures sur 24 et on va convertir des machines pour en fabriquer encore davantage de ces masques pour enfants. On a rappelé tout le personnel qui avait été mis à pied au cours des derniers mois. Et dans le temps des fêtes, c'est l'Alberta et l'Ontario qui ont appelé pour tout acheter ce qu'il y avait déjà de masques pour enfants en entrepôt à Louisville et on en veut encore davantage. Et ici au Québec, on le sait, le 17 janvier à la rentrée scolaire, tant au primaire qu'au secondaire, le masque chirurgical sera obligatoire. Remarquez qu'il l'était déjà depuis le mois de décembre. Là, ça avait été imposé un peu avant la pause de la période des fêtes. Alors, vous imaginez qu'il en faudra des tonnes et des tonnes, au moins 2 masques par élève par jour. Et à Louisville, on n'a pas encore une nouvelle du bureau d'achat du gouvernement du Québec, mais on se tient prêt à faire face à ces besoins. On peut entendre le propriétaire du masque. On n'a pas encore eu de demande du côté du Québec là, pour les masques pour enfants. On a eu des autres provinces, comme je vous disais, mais on s'y prépare pour ça. Puis je pense que les enfants doivent avoir un masque de qualité. Puis il faut sécuriser aussi nos approvisionnements, à mon avis, que ça soit une fabrication le plus canadienne possible. Bon, la compagnie envisage aussi de se lancer dans les autotests. Oui, UMass est né dans le contexte de la pandémie, donc l'entreprise cherche à se rendre le plus utile possible et on a vu dernièrement qu'on manquait de tests rapides. Alors on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire et là on envisage de fabriquer à tout le moins des composants pour des autotests en partenariat avec un laboratoire américain, mais tout ça au moment où on se parle est encore qu'embryonnaire. Et je vous montre à la fin, là, regardez ça.
vraiment la douane de l'aéroport de Dorval. On est tombé sur le mauvais voyageur le 1er janvier. C'est le propriétaire du masque qui rentrait et qui s'est aperçu que les officiels à la douane portaient des masques non conformes, sans doute de fabrication chinoise. Évidemment, ça lui a sauté aux yeux. On se rappelle de la réaction de Louisville lorsqu'en décembre, on s'est rendu compte qu'au Parlement à Ottawa, on portait des masques chinois. Et là, à l'aéroport, il avait avec lui des échantillons, des boîtes de masques. Il aurait pu en distribuer, mais pas certain que ça aurait changé grand-chose. Ouais. Merci, Louis. De nouvelles consignes ont été annoncées pour les tests PCR qui, désormais, donc, vont être réservés à une partie de la population. Seulement, on écoute Audrey Gagnon qui nous en parle. Audrey. On le sait maintenant, depuis mardi, les tests PCR sont désormais réservés aux personnes symptomatiques qui travaillent dans le milieu de la santé et pour quelques autres travailleurs essentiels. Malgré cela, il semble persister une certaine confusion. En tout cas, c'était le cas hier, c'était le cas un petit peu ce matin également là, concernant cette nouvelle règle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui se sont présentées malgré tout dans les cliniques sans rendez-vous. Hier matin, ici à Chauveau, dans l'est de Montréal, c'était le cas. J'ai pu le constater encore une fois ce matin quand je me suis déplacée sur place. La file, je dois vous dire, quand même, était beaucoup moins longue que ce qu'on a vu dans les derniers jours. C'est signe que le message commence à passer quand même. Mais on a quand même distribué des coupons aux gens leur demandant de revenir un petit peu plus tard dans la journée pour se faire dépister. Et dans la file, j'ai parlé à quelques personnes dont certaines n'étaient pas au courant de cette nouvelle règle qui est en place depuis mardi. Plus, je ne suis pas un travailleur essentiel. Mais je sais que les tests rapides ne sont pas disponibles. Donc, c'est pour ça que je fais la queue. Si j'en avais eu des tests rapides, j'ai appelé, comment on appelle ça, la pharmacie. Ils m'ont dit tout de suite qu'il n'y en avait pas. C'est pour ça que je fais la queue aujourd'hui. Bien, quand on travaille dans le domaine de la santé, on nous le dit, là. L'accessibilité, oui, c'est ça, au dépistage, mais pour moi, c'est bon, mais pour le reste de la population, il faudrait qu'il ouvre plus de centres de dépistage. La demande est là, mais... Au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, ce qu'on explique, entre autres, c'est qu'on n'a pas la capacité, évidemment, de déterminer qui est travailleur essentiel ou non, ce qui fait qu'on a laissé une certaine période d'adaptation où on acceptait un peu tout le monde, laisser le temps aux gens là, de mieux comprendre cette règle-là et de l'assimiler. Maintenant, il y a certains établissements qui ont déjà commencé à mettre en place la mesure. Toutefois, pour ce qui est des établissements, des centres de dépistage de l'Est de l'île de Montréal, ce qu'on m'explique, c'est que dès aujourd'hui, on pourrait commencer à demander des preuves qu'on est un travailleur essentiel, soit via une carte d'employé ou encore un talon de paie. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal. Éclosion de COVID-19 au centre de détention de Québec. Plusieurs cas ont été répertoriés au cours des derniers jours, tant chez les employés que chez les détenus d'ailleurs. Situation difficile au centre de détention de Québec, alors que selon les données officielles du gouvernement, il y a présentement 6 cas actifs chez les détenus, mais c'est au niveau du personnel où la situation est plus compliquée. Il y a présentement 24 travailleurs qui sont atteints du virus, dont 22 dans le secteur masculin. Ça signifie qu'entre 10 et 12% des agents correctionnels sont présentement touchés par la COVID-19. C'est sûr que ça a des impacts dans un contexte où il y a beaucoup de temps supplémentaire, encore plus de temps supplémentaire obligatoire. La pression est sur les membres. Le temps supplémentaire obligatoire fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui partent en maladie. Pour limiter les éclosions, le syndicat demande au gouvernement de mettre en place des mesures plus strictes. On avait, au début de la pandémie, des confinements automatiques, là, des nouvelles personnes incarcérées rentrant avec les policiers ou rentrant des tribunaux. Ces mesures-là ont été enlevées avec le temps. En plus des employés absents en raison de la COVID-19, la pénurie de main-d'œuvre frappe déjà le centre de détention de Québec depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Actuellement, une 60aine de postes sont vacants. Depuis un an, dans l'ensemble du réseau correctionnel, plus d'une centaine de démissions. Au sein du service, l'établissement de détention de Québec n'échappe pas à cette vague de démission, à cet exode vers d'autres emplois de la sécurité publique ou vers le fédéral. Et actuellement, là, on sent un épuisement depuis un grand bout de temps de l'épuisement des troupes. Il n'y a pas qu'au centre de détention de Québec où la situation est difficile. À l'échelle de la province, c'est 50% des établissements qui ont des éclosions chez le personnel et chez les détenus. Marc-André Bouillard, TVA Nouvelles, Québec. L'acteur et animateur Guillaume Lemay-Tivierge poursuit la presse pour 1 850 000 $. Il se dit choqué et frustré que son statut de non-vacciné ait été révélé dans les médias l'automne dernier. Il estime que l'article a nui à sa carrière. Il estime avoir perdu beaucoup d'argent avec cette nouvelle. En plus d'être écarté de la réalisation de District 31, il a perdu d'importants contrats, comme celui de porte-parole de Hyundai Canada au Québec. L'affaire se retrouvera donc prochainement devant un juge de la Cour supérieure.